Rouler vite à moto ou en voiture est une réalité au Bénin. L'excès de vitesse est un fléau qui perdure, ceci malgré les multiples campagnes de sensibilisation et les sanctions prévues par la loi. Pour les usagers, les causes varient d'une personne à une autre. Lorsque je dois faire par exemple 30 minutes pour me rendre dans le lieu, peut-être c'est en respectant la limitation de vitesse, je peux faire 30 minutes pour atteindre ce point. Mais on constate que quand nous prenons trop de temps à nous préparer, sur la voie, on voit que l'heure est déjà trop partie et on se met maintenant à rouler plus vite. La vue et limitation de vitesse en ville, c'est 50 km/h et dans les villages ou bien dans les campagnes, c'est 90 km/h. Bon, selon moi, parce que moi je ne conduis pas, mais de manière très fréquente, et même peut-être récemment, le gouvernement a dit que c'est 60 km/h. Donc je pourrais qu'il y a aussi les mesures qui seront prises de manière à faire respecter ce que le gouvernement a dit. Une situation préoccupante pour les moniteurs d'auto-école. Ces derniers ne manquent d'aborder cette notion avec délicatesse et rigueur pour faire passer le message aux apprenants pendant leur formation. Si la personne est venue chez nous et on l'a formé, on doit lui donner des conseils. Tout d'abord, si je suis débutant, c'est-à-dire je prends le volant tout récemment, juste après ma formation, je dois respecter d'abord des vitesses recommandées dans des zones. Si je suis en ville, ma vitesse maximale ne doit pas dépasser 50 km/h. Si je quitte ville, ma vitesse maximale ne doit pas dépasser 90 km/h. Parce que lorsque je fais essai de vitesse et je veux m'arrêter, il y a ce qu'on appelle distance de freinage qui m'attend. Si je n'arrive pas à contrôler ce qu'on appelle distance de freinage, je ne peux pas supporter les risques qui se présentent après. Et nous devons savoir à quel moment ralentir aussi. Parce qu'il y a ce phénomène qui fait que les gens, quand ils roulent très vite et à la vue d'un obstacle, ils n'arrivent plus à ralentir comme il le faut. Et ils sont obligés d'aller vers le danger. Alors, on conseille aux candidats de faire tout possible pour aller tout doucement sur la route. Et souvent, les candidats qui ont fini les examens et qui ont pris déjà le permis et qui veulent rouler, on leur conseille toujours d'aller tout doucement au début, de ne pas chercher à aller plus vite, de ne pas chercher à conduire comme celui qui roule depuis plus de 20 ans. Parce que la route n'est jamais libre. Il ne faut pas être pressé en circulation. Et soyez toujours courtois par rapport aux autres usagers. Parce qu'il y a aussi ça là qui fait que les gens sont tellement pressés qu'à un moment donné, on devait céder le passage à l'autre usager, mais on est tellement pressé qu'on ne peut pas lui céder le passage. Les panneaux sont accompagnés des fois des panneaux sauts, c'est-à-dire qu'il y a des petits panneaux qui sont implantés en bas, qui demandent à qui doit respecter le panneau. Si le panneau n'a pas de panneau saut, et ça me parle de vitesse, limitation de vitesse à 50 par exemple, mais ça concerne tout le monde. Les deux roues aussi doivent respecter les 50 km/h recommandés dans la zone là. Donc, ce n'est pas forcément les véhicules automobiles, c'est-à-dire les véhicules à 4 roues, seulement qui vont respecter les 50 imposés dans la zone. Je suis à moto, je dois aussi observer, respecter les vitesses recommandées. Les conséquences liées à l'excès de vitesse sont dramatiques. Accidents, pertes en vies humaines, blessures graves et j'en passe. Il revient donc aux autorités de renforcer les contrôles ainsi qu'aux conducteurs de prendre conscience, de rester dans la marge prescrite et de limiter les prises de risques. Lorsqu'on dit congé de détente, je pense que nous devons conseiller nos apprenants que de ne pas prendre le congé de détente comme un moment de promenade, un moment où il faut se vaquer aux activités vraiment qui n'honorent pas, qui ne leur permettent pas d'évoluer, d'étudier, de se rendre conscient. Il faut vraiment que nos apprenants se reposent vraiment. Et ils peuvent vraiment se réveiller à 8h ou à 9h, mais après avoir vraiment trouvé à manger aussi, prendre des romans, rester dans leur maison, lire un peu,
le soir se promener dans le quartier, revenir encore à la maison, se donner vraiment aux études. Et ça leur permettra quand même à la reprise d'être à un niveau vraiment qu'il faut. L'apprenant qui sait qu'il prépare le CEP ne doit pas s'amuser. Il ne doit pas se promener en longueur de journée dans les rues. Il doit évoluer avec son cahier. Il ne doit pas faire de mauvaises compagnies. D'accord? Puis très souvent, les mauvaises compagnies là font que, au lieu d'évoluer à l'école là, ces mauvaises compagnies là, les tournent sur d'autres voies. C'est pas toujours bon. Donc, en tant que directeur, nous les donnons tous ces conseils. L'expérience montre que, surtout quand on est dans les facultés, on croit qu'on est libre, mais en fin d'année, pendant les compositions, on ne rend pas bien. Donc, eux autres aussi, comme je l'ai dit pour les apprenants ordinaires, à savoir ceux qui sont en troisième, terminale et autres là, ils doivent aussi, les étudiants doivent travailler continuellement. Et bien sûr, on est en congé, mais quelquefois aussi, on peut associer un peu le loisir aux recherches. Et je pense que c'est ce que je peux dire aux enfants. Les enfants, on ne doit pas, les parents ne doivent pas les laisser. Il faut qu'on leur accorde une liberté encadrée. Une liberté encadrée pour qu'il n'y ait pas de déviance pendant les congés et les répercussions vont se remarquer donc à la rentrée. Pour les parents, il faut qu'ils veillent aussi sur les enfants. Lorsqu'on dit congé de détente, il faut permettre aux enfants, même dans les 5 jours, les 7 jours, qu'ils trouvent 2 jours quand même de loisirs, de se détendre vraiment, mais qu'ils veillent sur la sortie des enfants. Parce qu'aujourd'hui, ce que les portables sont devenus, c'est très risquant, c'est très dangereux. Et lorsque vous ne veillez pas sur les enfants, c'est pas ces portables qui deviennent autre chose. Donc, je ne dis pas de leur retirer les portables, mais c'est de veiller vraiment sur eux pour que ceux-là ne rentrent pas dans des groupes et devenir autre chose. Et savoir qui visiter. Et les enfants qui veulent visiter vos enfants, il faut vraiment connaître un peu leur moralité et savoir comment, dans quel groupe vraiment vos enfants militent. À nos enfants, à nos apprenants, je voudrais leur demander de continuer par se battre, parce que ce qui est fait aujourd'hui, c'est ça qui constitue leur futur, parce que aujourd'hui, ils sont en train d'apprendre, mais je pense que c'est ça qui va constituer dans l'avenir leur gagne-pain. Parce que si aujourd'hui le travail n'est pas bien fait, la formation n'est pas bien faite, je pense que on n'aura pas des cadres bien formés pour demain. Donc voilà, je pense qu'à tous ces acteurs, chacun va contribuer pour la construction de notre nation. Garder contact avec son ex n'a rien de mauvais. Parce que, en vrai, à la base, vous étiez des amis. Et donc, du coup, juste à cause de quelques différends de relations, vous n'êtes plus ensemble. Mais c'est pas que la vie s'arrête comme ça. Tu en auras besoin d'elle pour d'autres choses. Parce que on dit que dans la vie, on construit les relations aussi pour graver des échelons, genre pour avancer. Donc, je me suis dit que, bon voilà, il n'y a aucun problème à garder contact avec son ex. Moi, par exemple, mon ex, je suis toujours ami avec elle. On s'écrit très bien, je demande après elle, et bon, tout passe. On est juste des amis en fait. Bon, pour moi, ce n'est pas vraiment une bonne idée de garder contact avec son ex. En réalité, parce que le passé, c'est le passé et ce n'est pas vraiment autorisé. Ça dépend de la manière dont les trucs se sont terminés entre la personne en question et vous. Sinon, personnellement, moi, par exemple, mon ex, j'ai gardé le contact avec lui juste parce qu'on s'est compris et on s'était dit que bon, c'était plus vraiment compatible entre nous deux. Donc, on a dû arrêter. Mais il y a certaines personnes, ce n'est pas normal
de continuer à garder contact avec son ex. Parce qu'en greffe, le feu de l'amour peut se réveiller et les mêmes erreurs peuvent se reproduire. C'est vrai qu'il y a, après une rupture, on se dit voilà, on n'a plus rien à faire avec ci et ça. Mais il faudrait qu'on fasse une différence entre l'amour et les relations. Les relations, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Les relations font partie de la richesse d'un homme. C'est vrai qu'on a rompu et qu'on n'est plus ensemble, mais je peux avoir besoin de la personne pour d'autres services, pour les services qu'elle offre, pour le travail que cette personne fait. Donc, je ne peux pas décider de dire voilà, c'est mon ex, je ne veux plus rien à faire avec elle, voilà, je la bloque, je ne veux pas, elle m'appelle, je ne décroche pas, non. En fait, il y a des ex, par exemple, qui sont possessives, c'est-à-dire possessives, je vais dire, qui n'aiment pas lâcher prise. Donc, lorsque vous êtes toujours en contact avec cette dernière, cela pourra vous créer peut-être des problèmes dans votre couple ou bien dans votre nouvelle relation. Donc, pour ne pas arriver à ces fins-là, ou pour ne pas assister à des cas d'infidélité, si je peux m'exprimer ainsi, il est préférable pour moi, selon moi, de ne pas garder de relation, mais de contact direct avec son ex. Il peut arriver qu'un jour vous rencontrez dans un milieu professionnel, vous êtes obligé de cohabiter, de travailler ensemble. Mais là, il faut aussi mettre des garde-fous pour ne pas retomber dans les choses qui sont passées. Donc, pour ma part, ce n'est pas une bonne idée. Justement, si vous faites la part des choses, vous ne devriez pas normalement continuer d'avoir des contacts hors relation professionnelle avec votre ex. Si vous avez des relations, certes, vous pouvez communiquer. Elle peut vous appeler pour un service. Je dis juste pour un service, pour un truc, pour demander quelque chose. Mais elle ne peut pas vous appeler par contre parce qu'elle ne se sent pas bien, En tout cas, tout ce qui va avec, toutes les autres choses qui vont avec, ça s'arrête là. Mais elle peut vous appeler parce que il y a un souci, elle a un souci dans votre domaine. Par exemple, je suis développeur web, full stack. Elle peut m'appeler parce qu'elle a besoin d'une application. Je vais dire c'est mon ex, je ne vais pas intervenir. Non, moi j'ai besoin d'un marché, donc je prends le marché. Le reste, ce qui concerne relations amoureuses, tout ce qui concerne, ça ne me concerne plus. Il n'y a pas d'amitié entre un ex. Il n'y a pas d'amitié. On peut demander de ses nouvelles, mais pas d'amitié. Le fait d'écrire avec la personne à chaque fois, c'est en quelque sorte, vous ne l'avez pas oublié, vous êtes toujours là à vouloir essayer d'arranger les choses. Mais si c'est vraiment un ex, je ne conseille pas qu'il y ait vraiment un échange assez profond. Jusqu'à parfois, on va jusqu'à dire, on s'écrit tous les jours. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Le mieux à faire, c'est on y écrit. Peut-être dans un mois, une seule fois, c'est suffisant pour garder contact avec un ex. Mais c'est conseillé de ne pas vraiment prendre contact avec un ex. Je les conseillerais de rebrousser chemin parce que le chemin qu'ils ont emprunté pourrait, à la longue, le faire du mal. Si tant est qu'ils aiment la relation dans laquelle ils sont actuellement avec leur conjoint ou leur conjointe, il serait plus préférable de rompre avec l'ex en question. C'est plus simple en fait, il n'y a pas de poids de mesure. En tenue des forces armées congolaises, 200 policiers et militaires ont fait allégeance à l'Alliance Fleuve Congo, le mouvement politico-militaire allié aux rebelles du M23, soutenu par Kigali. Un choix au forceps, disent certains. Pour les concernés, il s'agit d'un choix de raison. Nous avons été formés avec l'argent du gouvernement congolais. Et je suis congolais. Si le gouvernement a mis le moyen en jeu pour la police sera nouvelle. Ce n'est pas une police qui va faire l'intervention à pied. Une police qui va au service sans déjeuner. Alors qu'une résolution du Conseil de sécurité a demandé le retrait des rebelles du M23 et de l'AFC des territoires qu'ils occupent, ces derniers usent parfois de force et planent sur les mauvaises conditions de vie de couches vulnérables pour imposer un gouvernement parallèle. Toutes ces armes doivent être retirées de la population pour qu'elle vive en paix. Nous allons travailler ensemble pour assurer la sécurité.
La sécurité, c'est justement ce qui fait défaut dans les territoires occupés par ces hommes armés. Depuis la progression des rebelles, l'ONU a enregistré des milliers de morts et des centaines de blessés. Dans le camp du M23 AFC, l'objectif est clair, prendre Kinshasa à tout prix. Les policiers qui nous rejoignent veulent travailler avec nous pour libérer le pays et lutter contre le tribalisme, l'exclusion et la mauvaise gouvernance. Ces policiers ont été transportés à Goma en compagnie de dizaines d'autres. Notons que ces enrôlements interviennent alors que l'insécurité fait rage dans les territoires occupés par le M23 et leurs alliés rwandais. L'avancée des rebelles du M23 dans l'est de la RDC a exacerbé une situation sanitaire déjà fragile. Les hôpitaux, en particulier dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, sont confrontés à un afflux croissant de blessés en raison des combats opposant les rebelles aux forces armées congolaises. Parce qu'il y avait tellement de blessés qu'il fallait augmenter l'espace en installant des tentes. Mais les tentes aussi qui ont été installées étaient équipées par des matelas et ce qui a permis de pouvoir admettre autant de malades et assurer les soins appropriés par rapport au type de lésions qui disposaient. Outre les blessures de guerre, les établissements de santé doivent également faire face à des épidémies récurrentes de maladies infectieuses telles que la rougeole, le choléra et le Mpox. Le docteur Jean Bruno, chef du bureau de l'OMS, souligne le manque de ressources financières. Au fait que nous n'avons pas assez de ressources, financières pour apporter tout l'appui. Il y a des défis que nous pouvons considérer comme la prise en charge des malades, pour la continuité des soins, mais aussi l'identification, la recherche et la récupération des malades, surtout infectieux, comme ceux qui étaient atteints d'Mpox, de rougeole ou de choléra, qui se sont retrouvés dans la communauté. Donc la recherche de ces cas, c'est aussi un défi en ce moment ici. Alors que les rebelles poursuivent leur avancée vers Uvira, la situation sanitaire risque de se détériorer davantage. Le Rwanda a qualifié mardi de regrettables les mesures de sanctions annoncées par le Royaume-Uni. Les autorités britanniques ont annoncé mardi qu'elles sanctionnaient le Rwanda pour son soutien présumé aux rebelles du M23 qui contrôlent maintenant 2 grandes villes de l'est du Congo. Le gouvernement rwandais, qui ne nie ni confirme son soutien aux rebelles sur le territoire congolais, a déclaré qu'il était déraisonnable d'attendre du Rwanda qu'il compromette sa sécurité nationale et la sécurité des Rwandais. Le Bureau des Affaires étrangères du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni a présenté plusieurs mesures punitives pour le rôle joué par le Rwanda dans ce conflit, notamment la suspension de l'aide financière directe qui n'inclut pas le soutien aux Rwandais les plus pauvres, l'arrêt de la participation de hauts responsables à des événements organisés par le gouvernement rwandais, ainsi que la suspension de la coopération en matière de défense. Le ministère rwandais des Affaires étrangères a déclaré que ces mesures n'aident en rien la République démocratique du Congo et ne contribuent pas non plus à trouver une solution politique durable au conflit dans l'est du pays. Quelques jours plus tôt, le Trésor américain annonçait des sanctions économiques à l'encontre du ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale. La première ministre de la République démocratique du Congo a déclaré que 7000 personnes étaient mortes depuis janvier dans les combats qui touchent l'est du pays. Judith Suminwa Tuluka s'est exprimée lors d'une réunion de haut niveau du Conseil des droits de l'homme à Genève lundi. L'avancée des rebelles du M23 soutenue par des troupes rwandaises constitue l'escalade la plus grave depuis plus de 10 ans dans le conflit qui sévit dans la région. La capture par le groupe rebelle de pans entiers de l'est du pays et de précieux gisements de minerais a ravivé les craintes d'une guerre plus étendue. La chef du gouvernement congolais a exhorté le monde à agir et à imposer des sanctions dissuasives alors que près de 450 000 personnes sont actuellement sans abri après la destruction de 90 camps de déplacés par les rebelles qui ont pris le contrôle de plusieurs villes. Le Rwanda rejette les allégations du Congo, des Nations Unies et des puissances occidentales selon lesquelles il soutient le M23 en lui fournissant des armes et des troupes. Dans son discours d'ouverture de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies,
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les droits de l'homme dans le monde étaient étouffés et a fait référence aux horribles violations en RDC. Le Kenya a déployé d'importants moyens de sécurité à sa frontière avec l'Éthiopie après une attaque menée par des hommes armés. Cet assaut est survenu dans le cadre de ce que les autorités décrivent comme des affrontements transfrontaliers. 20 personnes sont portées disparues. Le gouverneur du comté de Turkana a déclaré dimanche que des pêcheurs éthiopiens s'étaient heurtés à leurs homologues kenyans sur la rivière Omo samedi. Plus de 20 personnes sont portées disparues. Si elles avaient été retrouvées mortes ou blessées, cela aurait été mieux qu'aujourd'hui, où les gens ne savent pas si elles sont vivantes ou mortes, ce qui cause beaucoup d'anxiété. Le fait de ne pas savoir fait encore plus mal et rend les gens anxieux. Le ministre de l'Intérieur, Kipchumba Murkomen, a déclaré lundi que le gouverneur collaborait avec les autorités éthiopiennes pour retrouver les personnes disparues. Le commissaire régional est ici. Nous nous sommes réunis et il est en train de constituer une équipe. Dirigée par le commissaire du comté, elle se rendra en Éthiopie demain et s'entretiendra avec les dirigeants du gouvernement jusqu'à ce que nous nous mettions d'accord sur la manière de retrouver nos concitoyens. La communauté Turkana du Kenya et la communauté d'Assanesh d'Éthiopie partagent des activités économiques telles que le pastoralisme et la pêche. Nouveau rebondissement dans le procès qui vise l'ancien président mauritanien. En deuxième instance, le procureur général a requis lundi une peine de 20 ans de prison contre Mohamed Ould Abdelaziz, jugé depuis novembre en appel à Nouakchott pour abus de pouvoir, détournement de fonds publics, enrichissement illicite, trafic d'influence durant son mandat. Il comparaît aux côtés d'une dizaine de hauts responsables et de proches, 2 anciens premiers ministres et 2 anciens ministres et directeurs de grandes sociétés. Par ailleurs, le procureur a demandé à la Cour de prononcer la dissolution de l'association Rama, une organisation caritative fondée selon lui par un fils de l'ex-dirigeant mauritanien. L'enrichissement de Mohamed Ould Abdelaziz est estimé à plus de 60 millions de dollars. À Rio de Janeiro, le carnaval approche à grands pas et pour les habitants des favelas, il ne se limite pas à une fête, c'est aussi un moteur économique et un soutien social. Dans la favela de Villa Vintem, l'école de samba Unidos des Padre Miguel joue un rôle central. Cette année, la troupe célèbre une victoire attendue depuis 57 ans, son ascension à la Ligue supérieure du carnaval qui aura lieu du 28 février au 8 mars. Lorsque la communauté traverse une période difficile, c'est ici qu'elle vient et nous faisons de notre mieux pour l'aider. Nous nous concentrons à 100% sur le soutien social. Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais nous essayons de faire ce que nous pouvons. Qu'il s'agisse de couvrir les frais des obsèques ou de fournir de la nourriture. Être membre de la Ligue supérieure signifie avant tout un accès à davantage de financement et une visibilité accrue. Le carnaval, avide de couturiers, peintres et décorateurs, constitue également une opportunité d'emploi pour de nombreux habitants. Lorsque la saison du carnaval débute, l'école de samba donne des opportunités aux personnes au chômage, comme moi. J'étais sans emploi, mais maintenant que le carnaval est là, je travaille comme décoratrice. Unidos des Padre Miguel m'a donné cette chance. Mais au-delà de l'aspect économique, Unidos des Padre Miguel est un véritable pilier de la communauté, un espace où se créent des liens indéfectibles. L'association Unidos de Padre Miguel a l'habitude de transformer ses relations en liens familiaux, pleins d'affection, d'échanges et d'amour. À quelques jours du grand défilé, la favela vibre déjà au rythme du carnaval de Rio. Plus qu'une fête, une tradition qui unit, soutient et fait vivre toute la communauté.
Les négociations sur la biodiversité reprennent à Rome après l'échec de la COP16 en Colombie. Le principal blocage concernait le financement. Cette semaine, il tente à nouveau de trouver un accord sur les fonds nécessaires à la mise en œuvre des engagements pris en 2022 à Montréal. Les discussions ont tourné court en Colombie, en particulier sur le point de l'ordre du jour relatif aux finances, parce qu'il était particulièrement controversé. Après de longs débats, les gouvernements ont dû rentrer chez eux. Nous avons perdu le quorum, ce qui signifie qu'il n'y avait plus assez de personnes physiquement présentes dans la salle pour parvenir à un accord. Ils ont donc dû interrompre les négociations sur les finances et revenir en 2025 pour un nouvel essai, ce qui explique notre présence ici à Rome. La biodiversité est essentielle à la vie sur Terre. Elle régule l'air, l'eau et la nourriture dont nous dépendons. Il s'agit aussi des sols, des animaux et des cycles naturels indispensables à notre survie. La biodiversité, c'est vraiment la vie sur Terre. C'est le système de soutien de tout, de l'air que nous respirons, de la nourriture que nous mangeons, de l'eau. Elle dépend vraiment d'écosystèmes intacts. Ce n'est pas seulement une question d'arbres. Ce sont les microbes dans le sol, qui soutient les modèles de reproduction et de pollinisation et tout ce qui se passe dans toutes sortes d'écosystèmes. Elle fournit de l'eau douce, elle purifie l'air. Nous ne pouvons donc pas survivre sans biodiversité. L'objectif de la conférence de Rome, réunir 30 milliards de dollars d'ici 2030. Pour l'instant, seuls 383 millions ont été promis.